Je vais vous lire la biographie officielle qui circule. Donc, Alori Goerger conçoit des spectacles et des installations au lieu de construire des maisons ou de réparer des animaux, parce que c'est mieux comme ça pour tout le monde. Il travaille sur l'histoire des idées, parce que tout était déjà pris quand il est arrivé. Né en 1978, il inaugure en 2004 une pratique sauvage, davantage influencée par la non-danse que par le oui-théâtre. Depuis, il développe une écriture de plateau devenue son médium principal dans des pièces comme Métrage variable et ou Germinal. Il a cofondé l'Amicale de production, et je pourrais rajouter qu'il est artiste associé au Phénix depuis quelques années. Et donc là, la nouvelle création qui a eu lieu il y a 2 jours, que vous avez peut-être vu hier ou avant-hier, et qui s'appelle donc Corps diplomatique, et il va vous présenter ce nouveau travail. Voilà. Ok, bah, tout ce que tu as dit était vrai. Bon, c'est toujours délicat de parler de spectacle vivant parce que par nature c'est vivant et donc ça change tous les jours. C'est encore plus vrai dans le cadre de mon travail. Je suis pas le seul à être dans ce cas. On est plein à avoir un travail qui se réinvente à chaque représentation. Mais spécialement dans le cadre de ce travail-là, où vraiment la pile, le stock de textes, enfin d'impression de textes pour les comédiens en atteste dans les loges. Je pense qu'on a épuisé 2 tonneurs de l'imprimante des techniciens du Phénix, tellement on l'a imprimé ce texte. Il y en a un du 26 février, du 27, du 28, un du 1er mars, du 2 mars, du 3 mars, du 4 mars, et ainsi de suite, jusqu'à ce jour. On a vraiment fonctionné comme l'image d'Épinal qu'on peut avoir des poules d'écriture pour les séries américaines où il y a une livraison le matin, ou alors de l'époque de l'âge d'or, quoi, où on livrait le texte, paf, on l'apprend, paf, on tourne, pff, et on recommence. Et donc moi j'écrivais le matin et la nuit, c'était très intéressant. Donc on est absolument épuisé et on continue à travailler, on achève bien les chevaux pour une dernière présentation de ce spectacle qui est parti d'une idée qui était très très simple, qui était de mener à bout un travail de spéculation qui est un moteur d'écriture pour plein de gens, pas juste pour des dramaturges, mais qui est aussi la spéculation, c'est un moteur pour vous aussi, quoi. Je veux dire, quelle que soit la nature de notre activité, spéculer, c'est un bon outil. Perrette et son potelet en étant un bon exemple. Alors il y a des façons plus pompeuses de le présenter, comme cette histoire de l'expérience de pensée à laquelle je fais allusion dans le texte, que vous avez peut-être lu si vous avez déjà eu la brochure sous les yeux, qui a été coéditée par le Phénix et Subjectile cette année. On a voulu mener, je dis on parce que c'est vraiment un travail d'équipe et que pour le coup je suis l'auteur, mais je me suis aussi largement servi de contributions des gens avec lesquels je travaille, quel que soit le médium d'expression qui est le leur, que ce soit la lumière ou les machinaux ont des idées, en fait les machinaux ont plein d'idées, que ce soit les électros, enfin bref, tout le monde. C'était un vrai travail de troupe, ce qui est aussi complètement inhabituel dans mon travail. L'expérience de pensée qui était la suivante, on s'est demandé ce qui se passerait si on enlevait le facteur temps dans la création artistique, si on enlevait la limite de temps, qui est pourtant, alors bon, selon les gens, en fait souvent quand on a une pratique amateur par exemple, il n'y a pas de facteur temps en fait, on finit quand on finit, parce qu'en fait on le fait pour soi ou on le fait, ou c'est pas adressé. Quand on s'inscrit dans l'économie du spectacle vivant et qu'il y a des attentes, que le travail est produit et que donc il y a des gens qui vont vous couler les pieds dans le béton si jamais c'est pas produit à la date prévue, ou pire, vous en vouloir. Voilà, quand on est exposé à ces conditions-là, ça devient un facteur très important et on a voulu le retirer. En tout cas, dans le cadre d'une spéculation. C'est là que tout devient très intéressant pour nous, c'est-à-dire que on a eu un travail de création assez classique, vraiment comme n'importe quelle compagnie de théâtre, avec un temps de répétition X, bref. Mais on s'est amusé à imaginer ce que ça donnerait si une compagnie échappait au facteur temps et qu'elle avait un temps de création infini. Alors, définir infini, bon ça je ne vais pas m'y risquer. Et on a essayé d'inventer un protocole, donc là c'est de la spéculation pure, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée, inventer un protocole qui nous permettrait de rendre possible la chose. Comment on fait pour rendre une équipe capable de construire une pièce de théâtre, l'écrire, la répéter, la jouer, en dehors des contraintes temporelles. Et donc on a commencé à bâtir des hypothèses, on s'est dit, bon, bah, par exemple, il pourrait être... déjà, il faudrait qu'il ne soit pas sur Terre,
parce que très rapidement la Terre ça va devenir invivable. D'ici 200-300 ans, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas des émeutes alimentaires qui rendent ce type d'espace plutôt dangereux à occuper. Enfin, bon, d'ailleurs, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de chauffage, donc voilà. Et je dis 200-300 ans, en fait, il faudrait plutôt dire 2-3 mois. Surtout si le 22 mars, personne ne se réveille. Alors on s'est dit, on va envoyer tout ce bon monde dans l'espace. Puis j'ai commencé à me documenter, puis ça m'intéresse, ça nous intéressait un peu tous ces questions-là. Qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire ça? Bon, j'imagine que vous avez parlé, j'ai absolument pas assisté à ces journées d'études, mais je me doute que vous avez parlé de la Station Spatiale Internationale, j'ai entendu que son nom avait été mentionné précédemment, qui est une très très belle expérience, et pour ma génération, je suis né en 78, qui est un des exemples de coopération politique. Enfin, c'est un des outils qui a permis de faire vivre un idéal de coopération, même si tout ça se faisait dans la méfiance, dans la défiance la plus totale entre les Américains et les Russes, etc. Mais imaginez qu'on envoie un module complémentaire qui s'arrime à l'ISS et qui soit consacré à la création artistique, c'est pas infaisable. Il faudrait juste énormément d'argent et que les budgets de la culture explosent dans tous les pays et qu'on mette 1% du PIB là-dedans, mais pourquoi pas? Ok, donc voilà, c'est possible. Après, bon, pour faire du théâtre en apesanteur, alors il y en a qui aiment, Kitsu Dubois apparemment c'est son truc. Puis il y a eu tout un paquet de Serbes. Bon, les Balkans sont remplis de gens complètement tarés qui veulent absolument faire du théâtre dans l'espace. Il y en a qui ont essayé, bon, il y en a qui ont réussi à en faire en orbite. Enfin non, pas en orbite, en vol, je sais plus comment on appelle ce type de vol. En vol 0G, voilà. Nous on a pris comme postulat que c'était quand même mieux d'avoir la gravité, de ne pas être en état d'impesanteur ou de gravité zéro, parce que pareil, j'ai appris que c'était une absurdité de dire apesanteur. Apparemment, l'apesanteur, ça existe que près des trous noirs, si j'ai bien compris. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont capables de me corriger dans la salle, mais ils sont timides. En tout cas, quand on va sur des forums de physiciens, les gens s'engueulent pendant 18 pages, c'est très drôle. Si vous êtes troll, s'il y a des trolls parmi vous, allez sur les forums consacrés à l'astrophysique, il y a vraiment de quoi faire, quoi, pour rendre les gens fous en 10 mots. En tout cas, dire apesanteur, généralement, ça énerve beaucoup les gens. J'ai toujours pas compris pourquoi, parce que je suis nul en physique. Enfin, je vais apprendre un truc. Apesanteur, tu contres l'apesanteur. Pas... Et impesanteur, alors. Ah ouais. Parce que j'ai, voilà, ah bah, vous voyez, voilà, gravité, un mot. Microgravité. Voilà, microgravité, gravité zéro. Exactement. Sauf peut-être à proximité des trous noirs, si j'ai bien compris, ou... Voilà. Donc, c'était pas la question. Cette équipe, ok, on l'a mise en orbite, d'accord, enfin en orbite, oui c'est ça, en orbite, géostationnaire, à 450 km aidé sur un plan, bref, sur l'ISS. On va admettre qu'on met cette équipe en rotation continue à 1 tour minute pour qu'elle retrouve une gravité proche de 1G. Bon, pareil, là je vais me faire engueuler par tout le monde, mais bon, admettons que ah oui, c'est vrai, bah voilà. Bon, admettons que ça soit possible. Quand on voit la tête des gens sur les démos de la NASA, ça donne pas très envie, mais admettons qu'on puisse vivre avec ça sans être malade. Ok, très bien, ça c'est fait. Ensuite, il faut qu'ils se reproduisent, parce qu'on n'est pas éternel. Hein. Moi, j'en ai encore à ce rythme-là encore pour 2-3 ans maximum. Bon, bah, il y a la reproduction endogamique, c'est-à-dire si on part tous ensemble, si on dit ok, on ferme les portes, on fait décoller tout ça, on l'arrime à Soyouz. Je sais, c'est pas du tout réjouissant comme perspective, mais admettons. La reproduction endogamique, très rapidement, il va y avoir des mâles alpha, des femelles alpha. Bon, vous savez très bien comment ça se passe, mal. Il va y avoir de la casse, des dégâts, des gens qui vont disparaître, des meurtres, tout ça. C'est intéressant. Déjà, avec une population comme ça, c'est intéressant. Alors, avec 5 personnes, et on a souhaité réduire ce nombre à 5 personnes, puisqu'on sait que le facteur fondamental, quand on envoie des choses dans l'espace, c'est le poids. Le gramme coûte je ne sais plus combien de millions de dollars, c'est terrifiant. Donc, moins de gens, moins de poids, bon, tant mieux. Donc, on n'en envoie que 5. On est parti sur 3 filles, 2 garçons, en se disant, au moins à défaut de... Parce que toute cette équipe est malheureusement blanche et francophone, pour des raisons lamentables j'ai même pas envie d'en parler, mais la pièce adresse très brièvement cette question de l'absence de diversité génétique de notre équipe. Mais donc, admettons qu'on envoie donc 5 personnes. La reproduction endogamique, au bout de 3 générations, non, allez, 5 générations, c'est les familles royales en Espagne
et partout dans le monde en fait, c'est tragique, quoi. C'est-à-dire on va avoir d'assez mauvaise qualité de créateurs. Donc on part avec un stock, avec un échantillonnage génétique complet de l'humanité, hein, donc des gamètes, mâles et femelles du monde entier. Et puis on s'est renseigné, on a appelé, pas des spécialistes mondiaux de la génétique, on a appelé une gynéco qui avait l'air de s'y connaître, qui nous a donné des infos, qui nous a dit c'est faisable. L'utérus artificiel, franchement, on y est quasiment. Les moyens à mettre en œuvre pour cloner, pour procréer, enfin pour une procréation artificielle dans l'espace, ça paraît faisable. Donc on pourrait le faire. Donc voilà, on part, mais on part avec des gamètes de secours, quoi. Donc ça marche. Donc ça y est, on a une équipe qui peut former des descendants. Et donc c'est ça qu'on a mis en place en se demandant qu'est-ce qui se passerait si pendant des centaines en fait pendant 8400 générations, pour l'instant c'est arrêté là, la pièce s'arrête là au bout de 8400 générations, qu'est-ce qui se passe si vous transmettez votre rôle après l'avoir écrit à votre descendant. C'est pas votre descendant d'ailleurs, c'est des enfants avec lesquels vous êtes en relation, dans une relation adulte-enfant à peu près saine, on peut imaginer, même s'ils vont au bout de quelques générations. Et ça, c'est une question, c'est assez intéressant, qui a été adressée par des psychologues américains qui font de la psychologie expérimentale. En tout cas, moi j'ai lu un article qui a été pondu par un ancien du CETI. Donc le CETI dont l'existence a dû être mentionnée plus tôt dans la journée, j'imagine, qui fut financé par la NASA et puis qui s'est détaché, qui est devenu un électron libre et qui maintenant est une association, je crois, enfin l'équivalent d'une association, une fondation, quelque chose comme ça, mais qui a encore suffisamment d'argent pour en donner à des psychologues qui se sont posé la question: que se passerait-il si on avait des enfants dans l'espace et qu'eux-mêmes avaient des enfants, etc., etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes? Et qui en ont déduit expérimentalement que oui, il y aurait de gros problèmes. Ils diraient ça n'a jamais existé la Terre, vous êtes des gros mythomanes. Qui dirait de toute façon c'est nul, je veux pas être dans l'espace. Bon. Et donc la pièce adresse aussi un petit peu ces questions-là. Voilà, c'est ça qu'on a voulu mettre en place. Tout ça c'était une réponse à une question. C'était un peu long.